Chaque matin, je me réveille à 6 heures. Les vieilles habitudes ont la vie dure, surtout quand on a vécu 77 ans. J'entends la porte du réfrigérateur claquer dans la cuisine. C'est Géraldine qui prépare le petit déjeuner pour son mari, Nicolas. 40 minutes plus tard, elle frappe à ma porte, non par politesse, mais pour s'assurer que je ne suis pas mort dans mon sommeil. Je m'assois lentement sur le lit, sentant mes articulations protester. Ma chambre est au rez-de-chaussée. Une ancienne chambre d'amis, réaménagée pour moi quand j'ai emménagé avec ma fille il y a 5 ans. Emménager est un drôle de mot. En réalité, j'ai toujours vécu dans cette maison. C'est juste que personne ne le sait. Le coup à la porte est ponctuel, comme toujours. « Émile, tu n'es pas mort ?» La voix de Géraldine semble plus agacée qu'inquiète. « Pas encore », je réponds, comme chaque matin. Le petit déjeuner est dans 20 minutes. Ne sois pas en retard. Je l'entends s'éloigner sans attendre de réponse. Géraldine est ma fille cadette, 42 ans, et elle a toujours été une enfant difficile. Sa mère, ma défunte épouse Viviane, est morte quand Géraldine n'avait que 15 ans. C'est peut-être la raison de sa froideur. Elle m'en veut d'être restée en vie, alors que sa mère n'y est pas parvenue. Ou peut-être est-elle simplement comme ça. J'ai renoncé à chercher une explication il y a bien longtemps. Je m'habille lentement, choisissant une chemise propre à manches longues. Il fait toujours froid dans la maison. Géraldine économise sur le chauffage, même si son mari Nicolas gagne bien sa vie comme analyste financier. Ils sont tous les deux obsédés par l'épargne. Chaque centime sur le compte, chaque dépense superflue remise en question. Parfois, je pense qu'ils en sauraient beaucoup sur l'argent s'ils en avaient vraiment eu besoin un jour. Je me regarde dans le miroir, un vieil homme mince, aux cheveux gris clairsemés et aux rides profondes autour des yeux. Mes mains d'électricien sont couvertes d'ampoules et de cicatrices de brûlures mineures. J'ai travaillé 45 ans comme ingénieur électricien à la centrale électrique de la ville. Un travail honnête, un salaire stable, une modeste retraite. Du moins, c'est ce que tout le monde pense. Le secret que je garde depuis 20 ans me semble parfois plus lourd que tous les câbles électriques que j'ai jamais posés. En 2005, j'ai gagné au loto. 1 500 000 €. Je ne l'ai dit à personne. Pas à ma femme, elle était déjà malade à l'époque. Pas à mes enfants. Surtout pas aux enfants. J'en ai 2, Géraldine et mon fils aîné, Vincent. Tous deux gâtés, tous deux constamment en manque d'argent. Chaque fois que Viviane et moi les aidions financièrement, ils revenaient en demander plus. Je savais que s'ils découvraient les gains, ils les dilapideraient en quelques années et me reprocheraient ensuite de ne pas en avoir assez. Alors, j'ai fait la seule chose sensée. Je me suis tu, j'ai placé l'argent sur un compte à un bon taux d'intérêt et, 1 an plus tard, quand Viviane est partie, j'ai acheté cette maison à Saligny pour 500 000 €. 3 étages, spacieuse, dans un quartier agréable. Mais au lieu de l'annoncer, j'ai dit aux enfants que j'avais trouvé une bonne location. « Émile, tu es en retard !» crie Géraldine d'en bas. Je quitte la chambre et descends lentement vers la cuisine. Nicolas est déjà assis à table, les yeux rivés sur sa tablette. Il hoche à peine la tête en ma direction. Notre relation est correcte, mais froide. Pour lui, je ne suis que le père de sa femme, un vieil homme qu'il faut tolérer. « Bonjour », dis-je en m'asseyant à ma place habituelle. Géraldine pose un bol de porridge de flocons d'avoine devant moi. C'est le même chaque jour, à l'eau, sans beurre, avec une demi-banane. « C'est pour ta santé », dit-elle, même si nous savons tous les deux que c'est une question d'économie. « Tu n'as pas oublié que Vincent et les enfants viennent aujourd'hui ?» demande Géraldine en se servant une tasse de café. « J'espère que tu ne resteras pas dans ta chambre toute la journée comme la dernière fois. » Je ne me cache pas de mon propre fils, je réponds en remuant la masse grise dans mon assiette. « Alors pourquoi lui as-tu à peine parlé à Noël ?» Géraldine croise les bras sur sa poitrine. « Il pense que tu ne l'aimes pas. » Je lève les yeux de mon assiette. Quand m'a-t-il appelé pour la dernière fois juste pour parler, et non pour demander de l'argent? Nicolas renifle, sans quitter son écran. Géraldine lui lance un regard d'avertissement. C'est un homme occupé. Il a sa propre entreprise de logistique, 2 enfants. Et pourtant, il trouve toujours le temps d'appeler quand il a besoin d'argent pour un nouveau camion ou l'agrandissement d'un entrepôt. Je conclus en haussant les épaules. C'est une coïncidence étonnante. Le visage de Géraldine se crispe. Tu es injuste. Nous nous soucions tous de toi. Qui t'a accueilli quand tu ne pouvais plus vivre seul. Qui te prépare tes repas, fait ta lessive, t'emmène chez le médecin. Je vis dans ma propre maison, pas la tienne, ai-je envie de dire, mais je hoche simplement la tête comme je l'ai fait des centaines de fois. Je suis reconnaissant d'avoir un toit sur la tête. Exactement. Géraldine hoche la tête avec satisfaction, considérant la discussion close. À ce moment, Amélie, ma petite fille, entre dans la cuisine. 19 ans, étudiante en première année à l'université locale.
Elle est la seule dans cette maison qui me parle parfois sans que ce soit par obligation. Bonjour tout le monde. Elle sourit et vient m'embrasser sur la joue. Comment as-tu dormi, grand-père? Comme d'habitude, ma chérie. La moitié de la nuit à compter les moutons, l'autre moitié à compter mes douleurs. Amélie rit et je remarque que Géraldine lève les yeux au ciel. Elle n'a jamais compris mon sens de l'humour. Tu vas en cours aujourd'hui? Je demande à ma petite fille. Oui, jusqu'à 15 heures. Ensuite, je dois travailler au café jusqu'à 20 heures. Elle se verse une tasse de café et prend une pomme dans la corbeille à fruits. Je peux venir te chercher demain si tu veux faire une promenade dans le parc. Amélie, grand-père a des choses plus importantes à faire, intervient Géraldine. Le plombier vient demain pour vérifier sa salle de bain. Il y a toujours une fuite. Je peux faire les deux, dis-je. Les plombiers viennent généralement le matin. Nous ne connaissons pas l'heure exacte, dit Géraldine. Tu ferais mieux de rester à la maison toute la journée. Je ne discute pas. C'est inutile. Géraldine a toujours une raison pour que je reste à la maison. Je pense qu'elle a peur que je meure quelque part dans la rue et qu'elle doive gérer les conséquences. Amélie lance un regard mécontent à sa mère, mais elle aussi reste silencieuse. Elle a appris à choisir ses batailles. Bon, je dois y aller. Elle finit son café d'une traite. On se voit ce soir. Elle m'embrasse à nouveau sur la joue et sort de la cuisine en sautillant. La porte d'entrée claque et c'est comme si la maison devenait plus froide. Nicolas se lève de table en rassemblant ses affaires. N'oublie pas de vérifier la facture d'électricité, dit-il à Géraldine. Elle était étrangement élevée le mois dernier. Son regard s'arrête un instant sur moi, et je comprends ce qu'il pense. Le vieil homme reste à la maison toute la journée à brûler de l'électricité. Je n'allume presque jamais les lumières, dis-je, et je ne regarde la télé que le soir. Personne ne t'accuse, Émile. Nicolas arbore un faux sourire. C'est juste que les factures s'accumulent et ta retraite n'est pas extensible à l'infini, n'est-ce pas? Je hoche la tête, pensant à mon compte en banque qui contient plus d'1 million d'euros. De l'argent dont personne ne connaît l'existence. Parfois, je me demande pourquoi je garde ce secret. Mais ensuite, je me souviens du regard de Géraldine quand elle parle d'argent. Avide, calculateur. Ou des appels de Vincent, qui commencent toujours par « Comment va ta santé, papa ?» et se terminent par une demande d'emprunt de quelques milliers d'euros. Quand Nicolas part, Géraldine commence à débarrasser la table. « Tu te souviens de payer le loyer lundi ?» demande-t-elle sans me regarder. Je me souviens, je réponds. Chaque mois, je paie le loyer. Je vire 1800 € sur le compte de Géraldine. De l'argent qu'elle considère comme un loyer pour le propriétaire. En réalité, je ne fais que déplacer des fonds entre mes comptes. Le propriétaire, c'est moi. Et n'oublie pas les charges, ajoute-t-elle. Ce mois-ci, t'apparaît de 300 €. Je hoche la tête en silence. Ma part ne cesse d'augmenter, même si j'utilise un minimum d'électricité et d'eau. Géraldine trouve ça juste. Après tout, je vis dans leur maison. J'utilise leur commodité. Après le petit déjeuner, je retourne dans ma chambre. Elle est petite mais confortable. Un lit, un bureau, une chaise près de la fenêtre, une étagère avec des romans policiers que je relis en boucle. Sur la table, un vieux poste de radio que j'ai restauré de mes propres mains. L'un des rares plaisirs qui me restent est de réparer de vieux appareils électroniques. Je m'assois sur la chaise et regarde par la fenêtre le jardin. Le printemps à Saligny a toujours été magnifique. Les magnolias en fleurs, la verdure fraîche, les oiseaux qui reviennent du sud. Viviane aimait cette période de l'année. Nous nous asseyons souvent sur le porche arrière de notre ancienne maison, buvant du thé et regardant simplement la nature. Parfois, je pense qu'elle n'aurait pas approuvé mes mensonges. Viviane a toujours été directe, honnête jusqu'à la brutalité. Émile Kenningham, aurait-elle dit, tu es devenu un vieux renard sournois. Mais ensuite, je me souviens à quel point elle s'inquiétait pour Vincent et Géraldine, comment elle pleurait quand ils venaient encore demander de l'argent, sans s'intéresser à sa santé. Nous avons élevé des égoïstes, m'a-t-elle dit un jour, et je pense que peut-être, elle aurait compris. Le bruit d'une voiture qui s'arrête me tire de mes rêveries. Je regarde par la fenêtre. Le SUV noir de Vincent. Mon fils sort de la voiture, suivi de sa femme, Laurence, et de leurs 2 adolescents, Étienne et Chloé. Ils viennent rarement, même s'ils n'habitent qu'à 20 minutes. Vincent a 50 ans, mais il en paraît plus. Corpulent, dégarni, perpétuellement tendu. Son entreprise de logistique est au bord de la faillite depuis des années, mais il achète toujours des voitures chères et envoie ses enfants dans des écoles privées. Je sors de la chambre pour les accueillir. Géraldine ouvre déjà la porte, serrant son frère dans ses bras. « Vincent, je suis si contente que tu sois là. » Sa voix monte d'une octave quand elle parle à son frère. « Les enfants, comme vous avez grandi. » Les adolescents marmonnent des salutations sans lever les yeux de leur téléphone.
Laurence embrasse Géraldine et elles échangent des compliments. Puis Vincent m'aperçoit. Salut, papa. Il s'approche et m'étreint maladroitement. Comment va la santé? Toujours en vie, je réponds avec un sourire. C'est bon de te voir, mon fils. Nous entrons dans le salon. Les enfants s'affalent immédiatement sur le canapé, les yeux rivés sur leur téléphone. Laurence et Géraldine se retirent dans la cuisine, discutant d'un nouveau régime. Vincent et moi sommes seuls. Comment vont les affaires? Je demande, même si je connais déjà la réponse. C'est difficile, soupire-t-il. Il y a plus de concurrence et les clients exigent de plus en plus pour le même prix. Tu sais, papa, je pensais. Il baisse la voix. N'aurais-tu pas un peu d'argent de côté? Je dois moderniser ma flotte de camions, sinon nous allons perdre le contrat de transport avec Logistique Horizon. Le voilà. Ça n'a pas pris 5 minutes. Vincent, tu connais ma situation. Je vis de ma retraite, je paie ma chambre et mes charges à Géraldine. Je sais. Il hoche rapidement la tête. Mais peut-être que tu as des économies, quelque chose mis de côté pour les mauvais jours. Je te le rembourserai avec intérêt une fois que le contrat commencera à générer des bénéfices. Je regarde mon fils qui a 50 ans et je vois le même garçon qui demandait de l'argent pour un nouveau vélo parce que l'ancien n'était plus assez cool. Le même regard, la même intonation. Non, Vincent, je n'ai pas d'économie. Son visage s'assombrit. Je vois. Eh bien, je ne faisais que demander. Le reste de la visite se déroule dans une atmosphère tendue. Vincent me parle à peine. Les enfants ignorent totalement mon existence. Après le déjeuner, il plie bagage rapidement, prétextant une affaire urgente. Alors que la porte se referme derrière eux, Géraldine se tourne vers moi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il avait l'air contrarié. La vérité, que je n'avais pas d'argent pour financer son entreprise. Géraldine secoue la tête. Dois-tu être si insensible? C'est ton fils. Il essaie de maintenir son entreprise à flot. Et moi, j'essaie d'arriver à la fin du mois avec ma retraite, je rétorque, que je te donne en partie, d'ailleurs. Géraldine pince les lèvres en une ligne fine. Tu vis dans ma maison. Tu utilises ma nourriture et mon électricité. Ce serait bizarre que tu ne paies pas, non. Dans ta maison, je pense en moi-même. Avec quelle facilité elle s'est appropriée mon bien. Avec quelle assurance elle parle du fait que je devrais payer pour le droit de vivre dans la maison que j'ai achetée avec mon propre argent. Bien sûr, dis-je à voix haute. Tout est juste. Le soir, quand la maison est calme, je m'assois dans ma chambre et j'écoute du jazz à la radio, doucement pour ne pas déranger Géraldine et Nicolas. À travers le mur, je les entends discuter de mon entêtement et de mon ingratitude. Comment je n'aide pas mon propre fils, alors que je dois bien avoir mis quelque chose de côté. Je regarde mon reflet dans la vitre de la fenêtre, un vieil homme au sourire amer. 20 ans que je garde un secret. 20 ans que je mène une double vie. Parfois, je me demande si ça en valait la peine. Aurait-il été préférable de dire la vérité depuis le début? Mais ensuite, je me souviens de la lueur avide dans les yeux de Vincent, du calcul froid de Géraldine, et je réalise, non, j'ai bien fait. L'argent ne les aurait pas rendus meilleurs. Il aurait disparu plus vite que l'éclair. C'est dans ces moments-là que Viviane me manque particulièrement. Elle a toujours été ma boussole, ma conscience. Que dirait-elle maintenant? Me soutiendrait-elle ou me condamnerait-elle? Amélie rentre vers 21h. Je l'entends frapper doucement à ma porte. Grand-père, tu es réveillé? Entre, ma chérie, je réponds. Elle se glisse dans la chambre, fatiguée après une longue journée, mais trouve encore la force de sourire. Comment s'est passée ta journée? Demande-t-elle en s'asseyant sur le bord de mon lit. Ton oncle est passé, je réponds. Il a demandé de l'argent pour des camions. Amélie lève les yeux au ciel. Comme d'habitude. Il ne vient jamais juste pour voir, n'est-ce pas? Je hausse les épaules. Il a ses propres problèmes. Ce n'est pas une excuse pour t'utiliser. Elle fronce les sourcils. Maman est pareille. Ils pensent tous les deux que tu leur dois quelque chose. Parfois, je suis étonné de la perspicacité d'Amélie. Elle voit à 19 ans des choses que des adultes de 40 et 50 ans ne voient pas. Ta mère prend soin de moi, dis-je, même si nous savons tous les deux que ce n'est pas tout à fait vrai. Elle se soucie de l'argent que tu lui verses. Amélie secoue la tête. Je suis désolé. Je ne veux pas dire du mal de maman, mais elle pourrait te traiter mieux. Je souris et lui prends la main. Tu me rappelles ta grand-mère. Elle disait toujours la vérité, elle aussi, même quand ce n'était pas pratique. Amélie sourit. J'aimerais pouvoir me souvenir d'elle. Je n'avais que 4 ans quand elle est morte. Elle aurait été fière de toi, dis-je. Tu es la seule dans cette famille qui n'est pas obsédée par l'argent. Peut-être parce que je n'en ai jamais eu beaucoup. Elle rit. C'est difficile de devenir obsédé par quelque chose qu'on n'a pas. Nous parlons encore un peu de ses études, de son travail au café, du livre qu'elle lit en ce moment.
Puis elle bâille et se lève. Il est temps que j'aille me coucher. Je dois me lever tôt demain. Elle se penche et m'embrasse sur la joue. Bonne nuit, grand-père. Ne les laisse pas te faire de mal. Quand elle part, je reste longtemps assis sur la chaise, fixant l'obscurité derrière la fenêtre. C'est dans ces moments-là que je me dis que je devrais peut-être au moins dire la vérité à Amélie. Elle mérite de savoir qu'un jour, elle héritera d'une petite fortune de son pauvre grand-père. Mais alors, elle devrait garder mon secret vis-à-vis de ses propres parents. Et ce n'est pas juste pour elle. Non, il vaut mieux attendre encore quelques années, qu'elle ait fini l'université, qu'elle soit sur pied. Alors, peut-être que ce sera le moment de la vérité. En attendant, je continuerai à jouer le rôle du vieil homme qui vit de sa retraite et dépend de la générosité de sa fille. Je paierai un loyer pour ma propre maison et supporterai les regards désapprobateurs quand j'allumerai les lumières pendant la journée. C'est une vie étrange, pleine de mensonges et de faux-semblants. Mais c'est mon choix, ma défense. Et tant que je pourrai m'asseoir dans le silence de ma chambre en écoutant du jazz et en me souvenant de Viviane, je pourrai vivre avec. Le dimanche matin m'a accueilli avec un mal de tête. Je me suis réveillé au son d'une tondeuse à gazon sous ma fenêtre. Le voisin d'en face tond toujours sa pelouse à 8 heures précises le dimanche, quelle que soit la saison. J'ai lutté pour m'asseoir sur le lit, cherchant les pilules que je garde toujours sur ma table de chevet. À mon âge, les pilules deviennent une partie aussi intégrante de la vie que le café du matin. À travers le mur, j'entendais Géraldine et Nicolas parler dans la cuisine. Leur voix était étouffée, mais je pouvais distinguer les mots « facture » et « problème ». Ils parlent encore d'argent. Géraldine est obsédée par l'idée d'économiser, même si elle et Nicolas gagnent assez. Parfois, je pense que c'est le seul sujet qui les préoccupe vraiment. Je me suis habillé lentement et j'ai quitté la chambre. La conversation dans la cuisine s'est arrêtée momentanément quand je suis apparu dans l'embrasure de la porte. « Bonjour » dis-je en me dirigeant vers la cafetière. Géraldine était assise à table avec une calculatrice et une pile de papier. Factures, reçus, relevés bancaires. Nicolas se tenait près de la fenêtre, les bras croisés sur la poitrine. « Émile, nous parlions justement de toi » dit Nicolas de son ton professionnel. « Tu te souviens que ton loyer est dû demain ?» Je me suis versé une tasse de café, essayant de ne pas paraître agacé. C'est la même chose chaque mois. Je n'ai pas oublié. Je ferai le virement aujourd'hui. De plus, a continué Nicolas, le tarif de l'électricité a encore augmenté. Ta part ce mois-ci sera de 350 €. J'ai failli m'étouffer avec mon café. 350 ? Le mois dernier, c'était 300. L'inflation, Émile, dit Nicolas comme s'il expliquait l'évidence à un enfant. Tout devient plus cher. En plus, tu passes plus de temps à la maison à regarder la télé, à allumer les lumières. Je ne regarde presque jamais la télé, ai-je objecté. Et je n'allume les lumières que quand c'est vraiment nécessaire. Le compteur ne ment pas, intervint Géraldine, les yeux rivés sur ses papiers. Si tu penses que c'est trop, on peut installer un compteur séparé pour ta chambre. Je savais qu'il était inutile de discuter. Il trouverait toujours un moyen de me soutirer plus d'argent, même s'il devait déformer la vérité pour le faire. Je soupçonnais depuis longtemps qu'il me surfacturait ma part des charges, mais je n'avais aucun moyen de le prouver. D'accord, ai-je finalement dit. 350, c'est 350. Géraldine a hoché la tête avec satisfaction, comme si elle venait de remporter une affaire importante. Nicolas m'a tapoté l'épaule avec une fausse sollicitude. Nous devons tous nous serrer la ceinture, mon vieux. Les temps sont durs. J'ai hoché la tête en silence, pensant aux millions sur mon compte. Les temps sont durs. S'il savait. Après le petit déjeuner, je suis sorti dans le jardin pour me dégourdir un peu les jambes. Il faisait chaud, et les voisins étaient sur leur pelouse. Certains s'occupaient de leurs fleurs, d'autres lavaient leurs voitures, la vie normale de gens normaux. Je me demande s'ils ont des relations aussi compliquées avec leurs enfants, ou si c'est juste moi qui ai eu cette chance. Je marchais lentement sur le trottoir, profitant du soleil sur mon visage. Les maisons de notre quartier sont grandes, bien entretenues, avec des pelouses parfaites et des buissons soigneusement taillés. La classe moyenne typique qui s'efforce de paraître plus riche qu'elle ne l'est vraiment. Ma maison est l'une des plus grandes de la rue, 3 étages avec un porche spacieux et un jardin donnant sur un petit étang. C'est une belle maison. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de bonheur à l'intérieur. Monsieur Cunningham, bonjour. Je me suis retourné et j'ai vu Henri Dubois, notre voisin de droite. C'est un homme amical d'une 50aine d'années, qui travaille pour une compagnie d'assurance. Nous échangeons parfois quelques mots quand nous nous croisons dans la rue. Bonjour, Henri, dis-je. Belle journée, n'est-ce pas? Délicieuse. Il s'est approché, baissant la voix. Vous avez entendu la nouvelle? Les Martin vendent leur maison. Ils en demandent près de 800 000. Vraiment? Les ragots du quartier ne m'intéressaient pas particulièrement,
Mais j'ai maintenu la conversation par courtoisie. Oui, et vous savez quoi? Il y a déjà eu quelques visites. Henri savourait clairement son rôle d'informateur. L'agent immobilier dit qu'il y a beaucoup d'intérêt. Notre quartier devient de plus en plus populaire. Les prix montent en flèche. J'ai hoché la tête, pensant à ma propre maison. Si les Martins peuvent demander 800 000 pour une maison plus petite que la mienne, combien vaut ma propriété maintenant? Quand je l'ai achetée il y a 20 ans, j'ai payé 500 000. Le marché immobilier à Saligny a beaucoup augmenté depuis. Vous n'avez pas pensé à vendre? A demandé Henri soudainement. C'est une si grande maison pour vous trois. Ça doit être difficile à entretenir. J'ai souri. Elle n'est pas à moi, Henri. Je loue juste une chambre à ma fille. C'était le mensonge standard que je répétais depuis des années. Parfois, je commençais à y croire moi-même. Ah, oui, bien sûr. Henri a hoché la tête. Désolé, j'avais oublié. Eh bien, dites à votre fille que si jamais elle décide de vendre, je connais un excellent agent immobilier. Mon beau-frère, en fait. Il est spécialisé dans l'immobilier de luxe. Je ne manquerai pas de le lui dire, ai-je menti, et j'ai dit au revoir à Henri, continuant ma promenade. L'idée de vendre ma maison ne m'avait jamais sérieusement traversé l'esprit. Pourquoi vendre l'endroit où j'avais vécu tant d'années? Mais maintenant, après ma conversation avec Henri, l'idée s'était logée dans mon esprit. Et si je vendais la maison? Que ferait Géraldine quand le vrai propriétaire déciderait de mettre le bien sur le marché? J'ai ri en imaginant son visage. Mais ensuite, mes pensées ont pris un tour plus sérieux. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas vendre la maison et commencer à vivre ma propre vie, sans reproche constant, sans avoir à payer pour le droit de vivre dans ma propre maison, sans humiliation quotidienne? Viviane appellerait ça une vengeance mesquine. Elle avait toujours été au-dessus de ces choses. Émile, aurait-elle dit, tu deviens comme eux. Mais peut-être que cette fois, elle comprendrait. Peut-être qu'en voyant la façon dont Géraldine me traitait, elle approuverait ma décision. Je me suis souvenu de la façon dont Viviane et moi nous étions rencontrés, à une soirée dansante au club local en 1968. J'avais 20 ans, elle en avait 19. C'était la plus belle fille de la salle, grande, avec des cheveux bruns et un rire qui faisait sourire tout le monde autour d'elle. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard, avons acheté une petite maison à la périphérie de Saligny. Je travaillais comme électricien, elle comme institutrice. Nous étions heureux, malgré nos revenus modestes. Et puis les enfants sont nés. D'abord Vincent, puis Géraldine, et tout a changé. Ils n'ont jamais apprécié ce qu'ils avaient. Ils en voulaient toujours plus. Vincent exigeait des jouets chers, Géraldine des vêtements de marque. Viviane et moi faisions des heures supplémentaires pour qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin, mais ce n'était jamais assez. Et quand Viviane est tombée malade, ils ne se sont même pas donné la peine de lui rendre visite régulièrement à l'hôpital. Trop occupés par leur propre vie. J'ai soupiré, revenant à la réalité. La promenade m'a mené à un petit parc au bout de la rue. Je me suis assis sur un banc, regardant les canards sur l'étang. Que dirait Viviane de ma vie actuelle? Approuverait-elle mes mensonges? Probablement pas. Viviane préférait toujours la franchise. Dis-leur la vérité, Émile, conseillerait-elle probablement. Arrête de te cacher. Mais il était trop tard pour la vérité. Trop d'années avaient passé. Trop de mensonges s'étaient accumulés. Si j'avouais maintenant, ils ne me pardonneraient jamais ma tromperie. Non que j'apprécie particulièrement leur pardon, mais la pensée de plus de discorde familiale était difficile. Quand je suis rentré pour le dîner, j'ai trouvé Géraldine de mauvaise humeur. Elle s'agitait dans la cuisine, claquant bruyamment les portes des placards. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui ai-je demandé gentiment. « La chaudière est en panne, a-t-elle dit. Encore. La 3e fois cette année. Cette maison ne fait que manger de l'argent. » Je me suis assis à table, la regardant s'affairer. Peut-être devrais-je appeler un autre réparateur. Celui qui est venu la dernière fois n'inspirait pas confiance. Géraldine s'est tournée brusquement vers moi. « Tu es un expert en chaudière maintenant ?» Sa voix suintait le sarcasme. « Ou peut-être que tu as de l'argent de côté pour un nouveau réparateur. » Je suis resté silencieux, sachant que toute réponse ne ferait qu'ajouter de l'huile sur le feu. « Exactement, a-t-elle continué. Tu es assis là à critiquer, et qui va payer? Moi et Nicolas, comme toujours. Sais-tu combien ça coûte d'entretenir cette maison? Sais-tu combien nous dépensons en réparation, en assurance, en impôts? Oui, je le sais, voulais-je dire. Je paie pour ça depuis 20 ans. Au lieu de ça, j'ai juste hoché la tête. Je comprends que c'est cher. Tu ne comprends rien du tout. Géraldine s'est assise en face de moi, croisant les bras sur sa poitrine. Tu vis ici, tu as toutes les commodités, et tout ce que tu as à faire, c'est de payer ta part à temps. Mais même ça, c'est un problème. Je paie toujours à temps, ai-je objecté, sentant la colère monter en moi.
Oui, mais ce n'est pas suffisant. Elle a haussé la voix. Les prix augmentent, Émile. Nous ne pouvons plus subventionner ta vie. Subventionner? C'était maintenant à mon tour de hausser la voix. Je paie 1800 € pour une chambre et 350 pour les charges. C'est plus que ma retraite. D'où penses-tu que vient le reste de l'argent? Géraldine criait presque. Est-ce qu'il tombe du ciel? Non, c'est moi et Nicolas qui nous tuons au travail pour payer cette maison. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Cette conversation ne menait nulle part, sinon à une autre dispute. Je peux augmenter ma part si nécessaire, dis-je finalement. Ou je pourrais chercher un autre endroit où vivre. Géraldine a reniflé. Et où iras-tu? Qu'il louerait à un homme de 77 ans avec une maigre retraite. Tu te rends compte que nous ne t'avons pas accueilli pour l'argent, mais parce que tu es notre père. Ça ne veut pas dire que tu peux nous peser dessus. Accueilli. Ces mots coupaient comme un couteau. Chaque fois que Géraldine les prononçait, je me sentais comme un chien errant qu'on aurait recueilli par pitié. À ce moment, Nicolas est entré dans la cuisine, frais d'une course à pied. Il a immédiatement senti la tension. Que se passe-t-il? La chaudière est en panne, a répondu Géraldine. Et Émile pense que nous devrions dépenser encore plus d'argent pour des réparateurs chers. Je n'ai pas dit ça, ai-je contré. Je faisais juste une suggestion. Peu importe ce que tu as suggéré, a interrompu Nicolas. Le fait est qu'il devient de plus en plus cher d'entretenir cette maison et ta contribution est la même. Ce n'est pas juste pour nous. Je viens de dire à Géraldine que je suis prêt à augmenter ma part, ai-je répondu, me sentant acculé. De combien? A demandé Nicolas d'un ton professionnel. 400 € de plus par mois couvrirait l'augmentation des dépenses. J'ai dégluti. 400 € de plus? Ce serait presque impossible avec ma retraite. Bien sûr, j'avais de l'argent sur mon compte, mais il ne le savait pas. Oui, je dois y réfléchir, dis-je finalement. C'est une augmentation sérieuse. Réfléchis vite, m'a coupé Nicolas. Les factures n'attendront pas. Il a quitté la cuisine, me laissant seul avec Géraldine. Elle me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait cerner, un mélange de déception, d'agacement et peut-être une pointe de pitié. Tu te rends compte que nous n'allons pas te mettre à la rue, a-t-elle dit plus doucement. Mais tu dois payer ta juste part. C'est la vie d'adulte, papa. Rien n'est gratuit. La vie d'adulte. J'ai 77 ans. J'ai travaillé toute ma vie, enterré ma femme, élevé 2 enfants, et elle me parle de la vie d'adulte. Je sais, ai-je répondu, retenant ma colère. Je vais réfléchir à votre offre. Le lendemain, lors de ma promenade habituelle, j'ai vu l'agent immobilier devant la maison des Martins. Un homme grand dans un costume cher installait un panneau, à vendre, sur la pelouse. Sans savoir pourquoi, je me suis approché de lui. Bonjour, dis-je. Vous vendez la maison des Martins. L'homme s'est retourné et m'a offert un sourire professionnel. C'est exact. Raymond Perrin, Saligny Immobilier de luxe. Il m'a tendu une carte de visite. Vous êtes intéressé par l'achat? J'ai souri. Non, juste curieux. Je vis dans le quartier. J'ai montré ma maison. Là-bas. Raymond a sifflé. C'est une superbe maison. L'une des meilleures du quartier. Si jamais vous voulez vendre, assurez-vous de venir me voir. Avec une propriété comme ça, vous pouvez obtenir un excellent prix dans le climat actuel. Vraiment? J'ai fait semblant d'être surpris. Combien pensez-vous que ça pourrait valoir? Raymond a plissé les yeux, évaluant la maison de loin. C'est difficile à dire sans une inspection, mais compte tenu de l'emplacement, de la taille et du marché actuel, je dirais au moins 850 000 €, peut-être même 900 000 si tout à l'intérieur est en bon état. J'ai sifflé, feignant le choc. Waouh! Est-ce le bon moment pour vendre? Le meilleur moment depuis des années, a dit Raymond avec confiance. La demande est énorme, les offres sont faibles. Les maisons de ce quartier partent en quelques jours, souvent au-dessus du prix demandé. Si vous avez le moindre intérêt. Non, non, ai-je répondu à la hâte. La maison n'est pas à moi. Je vis juste là avec ma fille. C'est elle la propriétaire. Je vois. Raymond a hoché la tête. Eh bien, si votre fille pense un jour à vendre, voici ma carte. Je peux organiser une expertise gratuite. J'ai pris la carte et l'ai mise dans ma poche, le remerciant. Le reste de la journée, j'ai pensé à la conversation avec l'agent immobilier. 850 000 €, peut-être même 900 000. Considérablement plus que ce que j'avais payé il y a 20 ans. De l'argent qui me permettrait de vivre confortablement le reste de mes jours sans avoir à rendre de compte à Géraldine et Nicolas pour chaque centime dépensé. Ce soir-là, quand tout le monde s'est couché, j'ai sorti la carte de visite de Raymond et l'ai regardée longuement. Puis j'ai sorti mon téléphone portable et j'ai enregistré le numéro. Juste au cas où, me suis-je dit. Juste pour savoir que j'ai le choix.
Les jours suivants se sont déroulés dans un calme relatif. Géraldine était occupée au travail, Nicolas était en voyage d'affaires, et Amélie passait la plupart de son temps à l'université ou à son travail. J'ai profité des rares moments de solitude, écoutant du jazz, lisant des livres, bricolant ma vieille radio. Mais le jeudi soir, la tempête a de nouveau éclaté. Géraldine est rentrée du travail de très mauvaise humeur. J'étais assis dans la cuisine, buvant du thé et lisant le journal quand elle est entrée et a jeté son sac sur la table. « As-tu viré l'argent du loyer ?» a-t-elle demandé sans saluer. « Oui, lundi dernier », ai-je répondu, gardant les yeux sur le journal. « Et le supplément ?» J'ai levé les yeux. « Quel supplément ? Nous avons parlé d'augmenter ta part. » Géraldine a croisé les bras sur sa poitrine. « 400 € de plus par mois. Tu as dit que tu y réfléchirais. » J'y ai réfléchi, dis-je calmement. J'ai décidé que je ne pouvais pas me permettre cette augmentation. Ma retraite n'est pas en caoutchouc. Le visage de Géraldine est devenu rouge. Donc, tu t'attends à ce que nous continuions à couvrir tes dépenses? Ce n'est pas juste, Émile. Je paie un prix juste pour une chambre, ai-je objecté, sentant ma tension artérielle monter. 1800 € pour une petite chambre, c'est plus que le prix du marché. Ce n'est pas seulement la chambre, a haussé la voix Géraldine. Tu utilises la cuisine, le salon, le jardin. Tu consommes de l'électricité, de l'eau, du gaz. Je paie les charges séparément, ai-je interrompu. Et les sommes ne cessent d'augmenter, même si je n'utilise presque rien. Tu utilises plus que tu ne le penses, a contré Géraldine. Et même si ce n'était pas le cas, l'immobilier lui-même devient plus cher. Les impôts augmentent, l'assurance augmente, quelqu'un doit payer pour tout ça. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Je me rends compte que c'est cher d'entretenir une maison. Mais je ne peux pas payer plus que ce que je paie actuellement. Si tu as besoin d'argent supplémentaire, tu devrais peut-être en parler à Vincent. Il pourrait. Vincent. Géraldine a ri d'un rire amer. Tu es sérieux? Il a ses propres problèmes. Et contrairement à toi, il a de vraies dépenses. Les enfants, l'entreprise, le crédit immobilier. J'ai des dépenses aussi, dis-je doucement. Les médicaments, les médecins, qui sont pour la plupart couverts par la sécurité sociale et ta mutuelle, m'a-t-elle coupé. Ne joue pas aux pauvres, Émile. Nous savons tous les deux que tu devrais avoir des économies. Tu as travaillé toute ta vie, vécu modestement. Où est passé tout l'argent? Je suis resté silencieux, ne sachant que dire. Devais-je dire la vérité, admettre que j'avais des millions sur mon compte, ou continuer le mensonge que je maintenais depuis 2 décennies? J'ai dépensé la plupart de mes économies pour le traitement de ta mère, dis-je finalement. C'était une demi-vérité. Le traitement de Viviane avait en effet été coûteux, bien qu'il n'ait pas épuisé mes fonds. Le reste est parti dans les dépenses courantes. La vie est chère, Géraldine, surtout quand on est vieux et malade. Géraldine m'a regardé avec incrédulité. Je ne te crois pas, a-t-elle dit sans détour. Tu caches quelque chose. Tu l'as toujours fait. Mais tu sais quoi? Ce n'est plus mon problème. Elle s'est approchée, me dominant. Je vais te dire, papa. Soit tu augmentes ta part de 400 € par mois, soit tu te cherches un autre endroit où vivre. Je ne vais plus subventionner ta vie au détriment du bien-être de ma famille. Je l'ai regardée, ma fille cadette, celle que j'avais autrefois portée dans mes bras, celle à qui je lisais des histoires avant de dormir, celle à qui j'achetais des glaces au parc le dimanche. Maintenant, elle se tenait devant moi comme une étrangère, froide et calculatrice. Tu me mets à la porte? Ai-je demandé doucement. Je fixe des conditions équitables, a-t-elle répondu. Ce sont les affaires, Émile. Ce n'est rien de personnel. Rien de personnel. Ma propre fille me dit que mettre son propre père à la porte n'a rien de personnel. Je comprends, dis-je en me levant de table. Donne-moi une semaine pour décider. Il n'y a rien à décider, m'a coupé Géraldine. Paie le loyer ou sors. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, tranchant comme des rasoirs. Je suis sorti silencieusement de la cuisine et je suis entré dans ma chambre. Quand j'ai fermé la porte derrière moi, j'ai sorti de ma poche la carte de visite de Raymond Perrin et je l'ai regardée longuement. Puis j'ai sorti mon téléphone portable et j'ai composé le numéro. Monsieur Perrin, ici Émile Kenningham. Nous avons parlé l'autre jour devant la maison des Martins. Oui, c'est ça. J'aimerais vous parler de la possibilité de vendre ma maison. Je n'ai pas attendu la semaine que je m'étais alloué. Dès le lendemain matin, après la dispute avec Géraldine, j'ai commencé à faire mes valises. Il n'y avait pas grand-chose. Des vêtements, quelques livres, une vieille radio, des photos de Viviane, des papiers personnels. Toute ma vie tenait dans 2 valises et une boîte en carton. Un triste bilan de 77 ans sur cette terre. Géraldine était au travail pendant que je finissais de faire mes bagages.
Amélie est entrée dans ma chambre, a vu les valises et s'est figée sur le seuil. « Grand-père, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix tremblait. J'ai regardé ma petite fille, la seule personne dans cette maison qui se souciait vraiment de moi. « Je déménage, ma chérie, » ai-je répondu, essayant de paraître calme. « Ta mère m'a donné un ultimatum hier. Soit j'augmente le loyer, soit je pars. Je ne peux pas me permettre de payer plus, donc le choix est évident. » Amélie s'est approchée et s'est assise sur le lit à côté de moi. « Ce n'est pas juste, » a-t-elle dit doucement. « Elle ne peut pas te faire ça. Tu es son père. » Je lui ai pris la main. « Dans certaines familles, ça n'a pas d'importance, ma chérie. L'argent est plus important que les liens du sang. Où vas-tu aller ?» Il y avait des larmes dans ses yeux. « J'ai trouvé un petit appartement en ville, » ai-je répondu. « C'est modeste, mais c'est suffisant pour moi seul. Ne t'inquiète pas, je ne resterai pas à la rue. En fait, j'avais pris mes dispositions pour l'appartement à l'avance. J'avais appelé l'agence immobilière une semaine auparavant, comme si j'anticipais la fin de mon conflit avec Géraldine. L'appartement était petit, dans un vieil immeuble près du centre de Saligny, mais propre et entièrement meublé. Le loyer était de 1 200 € par mois, considérablement moins que ce que je payais à Géraldine pour une chambre dans ma propre maison. « Je viendrai te rendre visite », a promis Amélie en me serrant fort dans ses bras. « Je t'attendrai, » ai-je souri. « Ne dis pas à ta mère que je t'ai donné l'adresse. Laisse-la penser que j'ai disparu de sa vie comme elle le voulait. » Amélie a hoché la tête, bien que je puisse voir qu'elle avait du mal à être entre nous deux. 19 ans, c'était trop jeune pour être tiraillée entre l'amour pour son grand-père et la loyauté envers sa mère. Le taxi est arrivé à midi. J'ai jeté un dernier regard à la chambre où j'avais vécu ces 5 dernières années, prétendant être un pauvre vieil homme dépendant de la faveur de ma fille. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Je quittais ma propre maison, mis à la porte par une femme qui ne réalisait même pas qu'elle vivait sous mon toit. Amélie m'a aidé à porter mes affaires jusqu'à la voiture et m'a fait un gros câlin. « Au revoir. Je t'appelle demain », a-t-elle dit. « J'attendrai », ai-je répondu, et je suis monté dans le taxi. En nous éloignant, j'ai regardé la maison. Une grande et belle maison, achetée avec de l'argent qui m'était tombé dessus comme la manne du ciel 20 ans plus tôt. Une maison qui ne serait bientôt plus la mienne. L'appartement était exactement ce à quoi je m'attendais. Un logement typique pour un retraité célibataire au budget serré. Une petite chambre, un salon minuscule combiné avec la cuisine, une salle de bain où l'on peut à peine se retourner. Tout est vieux, mais propre et fonctionnel. J'ai déballé mes affaires, posé la photo de Viviane sur la table de chevet et je me suis assis dans le fauteuil usé près de la fenêtre. Un sentiment étrange m'a envahi, un mélange de tristesse, de soulagement et de détermination. J'étais attristé par la tournure des événements avec ma fille, mais en même temps heureux de ne plus avoir à faire semblant et à subir une humiliation quotidienne. De plus, j'étais déterminé à mener à bien le plan qui avait mûri dans ma tête. Le lendemain, j'ai rencontré Raymond Perrin dans un café près de mon nouvel appartement. Il a été surpris quand je l'ai appelé, encore plus surpris quand je lui ai dit que la maison m'appartenait, et non à ma fille, mais son sang-froid professionnel est vite revenu. « Monsieur Cunningham », il m'a tendu la main. « Je suis heureux que vous ayez décidé de faire appel à mes services. Je dois dire que votre maison est un vrai bijou sur le marché immobilier de Saligny. » J'ai hoché la tête, sirotant mon café. « Je veux la vendre rapidement et discrètement, » dis-je. Il y a un détail délicat. Ma fille et sa famille qui vivent dans la maison ne savent pas que j'en suis le propriétaire. Raymond a haussé les sourcils mais n'a posé aucune question. Je comprends, les circonstances familiales peuvent être difficiles. Mais ce n'est pas un problème. Nous pouvons gérer toutes les transactions en toute confidentialité. Cependant, les acheteurs devront voir la maison. Je sais, ai-je interrompu. Vous pouvez dire à ma fille que le propriétaire actuel a décidé de vendre la maison et qu'elle aura un délai d'expulsion standard après la finalisation de la transaction. Elle n'a pas besoin de savoir que le propriétaire, c'est moi. Raymond a tapoté ses doigts sur la table, pensif. C'est possible. Nous pourrions faire la vente via une SCI, une société civile immobilière, pour cacher votre nom. Mais laissez-moi vous demander, êtes-vous sûr de vouloir procéder de cette manière? Les secrets de famille ont tendance à éclater au pire moment. J'ai ri. Ce secret particulier a été gardé pendant 20 ans. Quelques mois de plus ne feront pas de différence. Comme vous voudrez. Raymond a hoché la tête. Maintenant, parlons du prix. Après une expertise préliminaire et une analyse du marché, je pense que nous pouvons mettre votre maison en vente pour 890 000 €. C'est un prix agressif mais réaliste compte tenu de la demande actuelle. J'ai hoché la tête. Cela semble raisonnable, mais j'aimerais fixer un prix minimum acceptable de 840 000 €. Si une offre de ce montant ou plus se présente, j'accepterai de vendre immédiatement. Raymond a souri.
Vous vous y connaissez en immobilier, monsieur Kenningham. 840 000 est un bon seuil. Je suis presque sûr que nous aurons des offres plus élevées, mais cela nous donne un objectif clair. Nous avons discuté des détails, commission d'agence, calendrier des visites, stratégie marketing. Raymond était professionnel, expliquant tout clairement et sans trop de blabla. À la fin de la réunion, j'avais l'impression d'être entre de bonnes mains. J'aurai les documents prêts d'ici la fin de la semaine, a dit Raymond en me disant au revoir. En attendant, je ferai des photos et une visite virtuelle. Quand serait-il pratique de me montrer l'intérieur de la maison? Ma fille travaille en semaine de 9h à 17h, dis-je. Ce serait le meilleur moment. Je vous donnerai la clé. Raymond a hoché la tête et nous nous sommes séparés. Je suis retourné à mon petit appartement, me sentant étrangement soulagé. La roue avait tourné. Bientôt, mon plan de vengeance deviendrait une réalité. Le soir, Géraldine a appelé. Je n'ai pas répondu tout de suite, fixant l'écran clignotant du téléphone. Une partie de moi voulait ignorer ces appels pour le reste de ma vie, mais je savais que cela ne ferait que retarder l'inévitable. De plus, j'étais curieux de savoir ce qu'elle dirait. « Allô » ai-je finalement répondu. « Émile, où es-tu » Sa voix semblait agacée, mais je pouvais déceler une note d'inquiétude. « Quelque part en sécurité » ai-je répondu évasivement. « Tu as déménagé sans même dire au revoir. Je rentre à la maison et tu n'es plus là. Tes affaires ont disparu. Amélie a dit que tu avais pris un taxi et que tu étais parti. À quoi t'attendais-tu, Géraldine? Tu m'as littéralement mis à la porte. Je ne t'ai pas mis à la porte. J'ai juste dit que tu devais payer ta juste part. Ce que je ne pouvais pas me permettre, lui ai-je rappelé, ce qui équivaut à une expulsion. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis Géraldine a soupiré. Écoute, j'ai peut-être été trop dur. On peut en parler. Tu ne devrais pas vivre seul à ton âge. C'est dangereux. Ah, ai-je pensé, voilà où le bâtiment blesse. Géraldine ne s'inquiétait pas pour moi. Elle s'inquiétait pour l'argent. Sans mon loyer, le budget familial serait considérablement réduit. Je me débrouille très bien tout seul, ai-je répondu. J'ai trouvé un petit appartement que je peux me permettre. Pas de quoi s'inquiéter. Mais tes affaires, a-t-elle commencé? J'ai pris tout ce dont j'avais besoin, ai-je interrompu. Le reste, tu peux le jeter ou le garder, ce que tu veux. Émile, tu n'es pas raisonnable, a-t-elle dit, une note familière de supériorité dans sa voix. Tu as 77 ans. Tu ne peux pas simplement partir vivre seul. Apparemment, si, ai-je répondu. Et je le fais. Ne t'inquiète pas, Géraldine. Je ne serai pas un fardeau pour toi et Nicolas. Ce n'est pas la question, s'est-elle exclamée. Nous sommes une famille. Nous devons rester unis. Famille. Comme c'est pratique de s'en souvenir quand on réalise qu'on perd sa source de revenus. Je suis désolé, Géraldine, mais tu as brisé cette illusion toi-même quand tu m'as donné l'ultimatum, dis-je calmement. Je respecte ta décision, et j'ai pris la mienne. Je pense que c'est mieux pour nous tous. Elle a essayé de me convaincre de revenir pendant un moment, mais je suis resté inflexible. Finalement, elle a abandonné. Très bien, fais ce que tu veux. Mais quand tu trouveras difficile de vivre seul, ne viens pas pleurer chez moi. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas, ai-je répondu et j'ai raccroché. J'ai passé les jours suivants à m'installer dans mon nouvel appartement. J'ai fait les courses, trouvé la pharmacie la plus proche, étudié les horaires de bus. La vie a commencé à prendre une nouvelle direction. Sans les disputes quotidiennes avec Géraldine, sans avoir à rendre de compte pour chaque euro dépensé, sans le sentiment constant d'être un fardeau pour mes propres enfants, je respirais plus facilement. Malgré les conditions modestes, je me sentais plus libre que je ne l'avais été depuis des années. Amélie a appelé le deuxième jour comme promis. Je lui ai donné l'adresse et elle est arrivée ce soir-là, apportant des biscuits faits maison et un nouveau livre. « Comment tu t'installes » a-t-elle demandé, regardant autour de l'appartement. « Assez confortablement » ai-je répondu en versant du thé. « C'est calme. Les voisins sont pour la plupart des personnes âgées comme moi. Il y a même un petit parc à proximité où je me promène le matin. » Amélie s'est assise à la petite table de la cuisine, posant son menton sur ses paumes. « Maman est furieuse » a-t-elle dit. « Au début, elle pensait que tu bluffais et que tu reviendrais bientôt. Maintenant, elle a réalisé que tu es sérieux et ça la met en colère. » J'ai souri. J'imagine. Comment Nicolas a-t-il réagi? Il s'inquiète pour l'argent. Amélie a levé les yeux au ciel. Il est encore en train de calculer combien il devra payer pour la maison sans ta part. Ils agissent tous les deux comme si tu les avais trahis, et non l'inverse. J'ai secoué la tête, mais je n'ai pas commenté. Je ne voulais pas mettre ma petite fille dans une position encore plus difficile en la forçant à choisir un camp dans le conflit. Et Vincent? Sait-il que j'ai déménagé? Oui, maman l'a appelé.
Amélie a siroté son thé. Il a dit quelque chose comme « C'est typique d'Émile, il ne pense toujours qu'à lui-même. » Désolé, grand-père, mais mon oncle est un crétin. J'ai ri, ouvertement et sincèrement pour la première fois depuis longtemps. Ne t'excuse pas, ma chérie. On ne choisit pas sa famille, comme on dit. Nous avons parlé pendant près de 2 heures. Amélie m'a parlé de l'université, de son travail à temps partiel au café, de ses projets pour l'avenir. Elle rêvait de devenir journaliste, d'écrire sur les questions sociales. Elle avait de grands projets et une tête bien faite. J'espérais que l'argent qu'elle obtiendrait un jour de moi l'aiderait à réaliser ses rêves. Quand elle est partie, j'ai de nouveau ressenti la solitude, mais elle n'était pas aussi oppressante qu'avant. C'était maintenant la solitude calme et paisible d'un homme qui peut enfin respirer à fond. 3 jours plus tard, Raymond Perrin a appelé avec des nouvelles. « Monsieur Cunningham, nous avons déjà des acheteurs intéressés », a-t-il rapporté avec enthousiasme. J'ai pris des photos et fait une visite virtuelle hier. J'ai posté l'annonce ce matin même et j'ai déjà 5 demandes de visite. Si vite? J'ai été surpris. Je vous ai dit que le marché est en pleine effervescence en ce moment, a répondu Raymond. De plus, votre maison est un vrai bijou. 3 étages en excellent état dans un quartier huppé. Ces offres sont rares. Nous nous sommes mis d'accord sur un calendrier de visite. Raymond amènerait les acheteurs potentiels quand Géraldine serait au travail. Je lui ai donné un 2e jeu de clés et l'ai prévenu d'être prudent. Ne laissez aucune trace de votre passage. Verrouillez toutes les portes comme elles l'étaient. Ne vous inquiétez pas, monsieur Cunningham, m'a assuré l'agent immobilier. Je suis un professionnel. Votre fille ne se doutera de rien jusqu'au tout dernier moment. Le lendemain, Géraldine a de nouveau appelé. Cette fois, son ton était plus doux, presque apologétique. Émile, j'ai réfléchi à notre situation, a-t-elle commencé. Peut-être pourrions-nous trouver un compromis. Tu pourrais payer un peu plus. Pas les 400 € en entier, mais disons 200 €. C'est une suggestion intéressante, ai-je répondu neutrement. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé, a-t-elle dit rapidement. C'est juste que, tu es mon père. Je ne veux pas que tu vives seul dans un appartement miteux. Ce n'est pas sûr. J'ai réprimé un rire. Géraldine n'avait jamais été douée pour mentir. Il était évident que sans mon loyer, leur budget se fissurait de toutes parts. Merci pour ta sollicitude, dis-je. Mais je suis déjà installé. J'ai signé un bail de 6 mois, versé une caution. De plus, c'est calme. Personne ne me dit combien d'électricité je peux utiliser ou quand allumer le chauffage. Émile, sois raisonnable, a-t-elle dit, une pointe d'irritation dans la voix. Tu ne peux pas vivre seul. Et si tu tombes ou si tu tombes malade la nuit? J'ai un téléphone pour les urgences, ai-je répondu. Et je ne suis pas aussi infirme que tu sembles le penser. Je peux m'en sortir, a-t-elle soupiré. Tu as toujours été têtu. Même maman disait qu'il était impossible de discuter avec toi. La mention de Viviane m'a piqué. Géraldine parlait rarement de sa mère, comme si elle essayait de l'effacer de sa mémoire. Viviane savait quand insister et quand reculer, dis-je doucement. C'est dommage que tu n'aies pas hérité de ce trait de caractère. La conversation s'est terminée rapidement après ça. Géraldine a marmonné quelque chose sur le fait de rappeler plus tard et a raccroché. Je savais qu'elle n'abandonnerait pas l'idée de me faire revenir, non pas parce qu'elle se souciait de moi, mais à cause de l'argent. La semaine s'est écoulée rapidement. Raymond appelait tous les jours avec des rapports sur les visites et les acheteurs potentiels. L'intérêt pour la maison était écrasant. 12 familles l'avaient visitée au cours des 3 premiers jours, et la moitié d'entre elles avaient exprimé de sérieuses intentions. Le 7e jour après le début des visites, Raymond a appelé avec la bonne nouvelle. « Monsieur Cunningham, nous avons une proposition. » Sa voix semblait excitée. 860 000 € cash, avec une clôture rapide de la transaction. Les acheteurs sont un couple de personnes âgées, récemment retraités, qui déménagent de Paris. Ils ont adoré la maison, en particulier la vue sur l'étang. J'ai senti mon cœur battre un peu plus vite. 860 000 €, c'était plus que ce que j'avais espéré. En incluant la commission de l'agence et les impôts, il me resterait environ 750 000 € net. Avec mes économies existantes, c'était plus que suffisant pour assurer une vieillesse confortable. J'accepte l'offre, dis-je sans hésitation. Parfait, s'est exclamé Raymond. Je vais préparer les documents et contacter leur agent immobilier. Nous pouvons conclure la transaction en 2 semaines si tout se passe bien. Et ma fille? Ai-je demandé. Quand sera-t-elle informée de la vente? La procédure standard est que les nouveaux propriétaires donnent aux locataires 30 jours pour déménager après la clôture de la transaction, a dit Raymond. Mais dans ce cas, comme les acheteurs veulent emménager rapidement, nous pouvons informer votre fille dès que le compromis de vente est signé. Cela lui donnera plus de temps pour trouver un nouveau logement. Faites-le, ai-je accepté. Plus tôt elle le saura,
mieux ce sera. Après l'appel, je me suis assis dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant la rue et réfléchissant à ma décision. Une partie de moi se sentait amère et déçue. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé la fin de ma vie. J'avais espéré passer mes dernières années avec une famille aimante, peut-être avec des petits-enfants me rendant visite tous les week-ends, avec une fille qui s'occupait de moi par amour, pas pour l'argent. Au lieu de cela, je vendais ma maison pour me venger d'une femme qui ne voyait en moi qu'une source de revenus. Mais une autre partie de moi ressentait une étrange satisfaction. Géraldine allait enfin connaître la vérité. Qu'elle avait vécu dans ma maison toutes ces années, et non l'inverse. Que je n'étais pas un vieil homme sans défense dépendant de sa faveur. Que j'aurais pu lui couper l'herbe sous le pied à tout moment. Et c'est exactement ce que je faisais maintenant. Viviane n'aurait probablement pas approuvé une telle vengeance. Elle disait toujours que la colère détruit l'âme de celui qui la ressent, pas de celui contre qui elle est dirigée. Mais Viviane n'a pas vu ce que notre fille était devenue depuis sa mort. N'a pas entendu les mots froids. N'a pas senti les regards méprisants. N'a pas enduré l'humiliation jour après jour, année après année. J'ai soupiré, regardant la photo de ma femme sur la table de chevet. Je suis désolé, ma chérie, ai-je murmuré. Mais parfois, même les personnes les plus patientes craquent. Les jours suivants se sont passés en paperasse. J'ai signé des documents, répondu aux questions des avocats, fourni des relevés bancaires. Raymond a géré le processus avec habileté, expliquant chaque étape et avertissant des pièges potentiels. Géraldine a appelé plusieurs fois, essayant toujours de me convaincre de revenir. Je répondais évasivement, ne voulant pas lui donner de faux espoirs, mais ne révélant pas non plus mes plans. Laissez-la tout savoir par l'agent immobilier, comme une locataire ordinaire. Ce serait juste. Le 10e jour après mon départ, Raymond a appelé avec la nouvelle. Monsieur Cunningham, le compromis de vente a été signé. Les acheteurs ont versé un acompte de 86 000 €. Maintenant, nous pouvons officiellement informer votre fille de la vente. Comment comptez-vous le faire? Ai-je demandé. La procédure standard consiste à envoyer une lettre recommandée l'informant de la vente et exigeant qu'elle quitte les lieux dans les 30 jours suivant la clôture. Mais dans votre cas, je pense qu'une rencontre personnelle sera plus efficace. Je peux passer demain et tout lui expliquer. Elle sera furieuse, ai-je prévenu. Ne vous inquiétez pas, a souri Raymond. En 15 ans dans ce métier, j'ai tout vu. La colère des locataires est un phénomène courant dans les ventes immobilières. J'ai accepté son plan, mais je lui ai demandé de ne pas révéler mon implication jusqu'à la toute fin. Raymond a promis de maintenir la confidentialité, mais a averti qu'à la clôture de la transaction, mon nom apparaîtrait inévitablement dans les documents. Si votre fille examine attentivement les actes, elle verra que vous êtes le vendeur, a-t-il dit. Je ne peux pas le cacher. Je comprends, ai-je répondu. Ça n'aura plus d'importance à ce moment-là. L'important est qu'elle ne le sache pas maintenant. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir longtemps, imaginant Raymond venir voir Géraldine et lui annoncer la nouvelle. Comment son visage changerait quand elle réaliserait qu'elle ne pourrait plus vivre dans cette maison. Comment elle appellerait Nicolas en panique, lui disant qu'ils sont expulsés. Une partie de moi ressentait de la gratification à ses pensées, mais une autre partie de moi ressentait un vide étrange. Était-ce vraiment ce que je voulais? Me venger de ma propre fille, même si elle le méritait? Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre. La nuit. Saligny scintillait de lumière, vivant sa vie, inconsciente des petits drames humains qui se jouaient derrière des portes closes. Quelque part là-bas, dans une grande maison d'une rue calme, Géraldine dormait, ignorant que demain sa vie allait changer. Et moi, son père, j'étais celui qui avait mis le mécanisme en marche. Tu fais ce qu'il faut, me suis-je dit. Elle a choisi cette voie elle-même quand elle a décidé que l'argent était plus important que la famille. Mais quelque part au fond de moi, une voix semblable à celle de Viviane murmurait. Y a-t-il des gagnants dans les guerres familiales, Émile? Ou seulement des perdants? Je ne connaissais pas la réponse. Je savais que l'appel de Géraldine ne tarderait pas. Raymond Perrin devait la rencontrer ce matin et lui annoncer la nouvelle de la vente de la maison. J'étais assis dans mon petit appartement, essayant de lire un roman policier, mais les mots se brouillaient devant mes yeux. Mes pensées revenaient sans cesse à ce qui se passait maintenant dans mon ancienne maison. Comment Géraldine réagirait-elle? Que dirait-elle? Crierait-elle, pleurerait-elle, ou analyserait-elle froidement la situation comme le ferait Nicolas? Le téléphone a sonné à 11h30 précise. J'ai regardé l'écran. C'était elle. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées, et j'ai répondu. Allô? Mais qu'est-ce qui se passe ici? La voix de Géraldine était pleine de colère. Pas de salutation, droit au but. De quoi parles-tu? J'ai décidé de ne pas lui faciliter la tâche. Un agent immobilier est venu. Elle criait presque. Il dit que la maison est vendue et que nous devons déménager 30 jours après la signature.
Il y a une sorte d'erreur, n'est-ce pas? Tu as fait une erreur avec le loyer. C'était ça. Le moment pour lequel je me préparais depuis 2 semaines. Le moment où la vérité éclaterait enfin. Non, Géraldine, il n'y a pas d'erreur, ai-je répondu calmement. La maison a bien été vendue. Mais comment est-ce possible? Sa voix tremblait. Tu as payé le loyer à temps. J'ai vérifié les virements moi-même. Comment le propriétaire peut-il nous expulser? Le propriétaire peut faire ce qu'il veut de sa propriété, dis-je, y compris la vendre. Alors nous devons le contacter immédiatement, a insisté Géraldine. Expliquer la situation. Proposer d'acheter la maison nous-mêmes. Nicolas et moi avons un bon historique de crédit. Nous pourrions. Géraldine, les jeux interrompus. Tu ne comprends pas. Le propriétaire a déjà pris sa décision. La maison est vendue pour 840 000 €. L'argent a été versé. Les documents ont été signés. Mais c'est de la folie. Nous vivons ici depuis plus de 5 ans. Nous devrions avoir des droits. Je pouvais entendre le désespoir dans sa voix. Émile, tu dois nous aider à régler ça. Tu avais les coordonnées du propriétaire, n'est-ce pas? Tu le payais directement. J'ai fermé les yeux. C'était ça. Le moment de vérité. Non, Géraldine. Je n'ai payé aucun propriétaire. Je te payais, toi. De quoi parles-tu? Elle ne comprenait manifestement pas. Bien sûr, tu me payais et je payais le propriétaire. C'était plus pratique. Non, dis-je lentement, en articulant chaque mot clairement. Tu n'as payé aucun propriétaire, car il n'y en avait pas. La maison m'a toujours appartenu. Un silence s'est installé au bout du fil. Je pouvais presque voir Géraldine essayant de donner un sens à mes mots, son visage passant de l'incompréhension au choc. Quoi? Que as-tu dit? A-t-elle finalement réussi à articuler? J'ai dit que la maison m'appartenait, ai-je répété. Je l'ai achetée il y a 20 ans, après la mort de ta mère, avec l'argent du loto. Je n'ai jamais été locataire. C'était un mensonge. Non. Sa voix est devenue basse, presque un murmure. C'est impossible. Tu ne pouvais pas. Tu as toujours dit que tu louais cette maison, que tu joignais à peine les 2 bouts. J'ai menti, ai-je confirmé. Parce que je savais que si je disais la vérité sur les gains et la maison, toi et Vincent ne me laisseriez pas un centime. Vous avez toujours été comme ça, à mendier et à mendier encore. L'argent pour l'université, l'argent pour votre première voiture, l'argent pour votre mariage. Vous n'avez jamais été reconnaissant, vous en vouliez toujours plus. C'est fou. Géraldine ne semblait pas croire ce qui se passait. Tu veux dire que tu nous as menti pendant 20 ans? Que tu nous as laissé penser que nous t'aidions alors qu'en réalité, vous viviez dans ma maison et me facturiez de l'argent pour ce privilège? Ai-je terminé pour elle? Oui, c'est exact. Et maintenant, tu as vendu la maison. Sa voix est soudainement devenue dure. Tu mets ta propre fille à la rue. J'ai vendu ma propriété, ai-je corrigé. La même propriété pour laquelle tu exigeais de l'argent. La même propriété dont tu menaçais de me chasser si je n'augmentais pas le loyer. Tu te souviens de ce que tu as dit? Paie le loyer ou sors. Eh bien, je suis sorti. Maintenant, c'est à votre tour. Tu es un monstre, a expiré Géraldine. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille, à ta propre fille? Que dira Amélie quand elle saura que son grand-père nous a mis à la rue? Je ne mets personne à la rue, ai-je contré. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau logement. Avec vos revenus, ça ne devrait pas être un problème. Et laisse Amélie en dehors de ça. C'est la seule de votre famille qui m'ait jamais traité avec respect. Elle te méprisera quand elle saura la vérité, a sifflé Géraldine. Nous le ferons tous. Vincent, Nicolas, toute la famille. Tu seras seul, Émile. Tout seul. Ces mots auraient dû me blesser, mais d'une manière étrange, je ne ressentais que de la fatigue. Fatigue des mensonges, des faux-semblants, de la relation toxique qui durait depuis des années. Je suis déjà seul, Géraldine, dis-je doucement. Je suis seul depuis la mort de ta mère. Toi et Vincent n'avez jamais été là, sauf quand vous aviez besoin d'argent. Donc tes menaces ont environ 20 ans de retard. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu Géraldine sangloter. Pour la première fois de toute la conversation, il y avait une véritable émotion dans sa voix, pas une indignation feinte. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Tu n'as pas le droit de dire ça. Nous nous sommes occupés de toi. Nous. Vous vous êtes occupés de mon argent, ai-je interrompu. Tu ne sais même pas quel médicament je prends, Géraldine. Tu ne sais pas quel livre je lis, quelle musique j'écoute. Tu ne t'es jamais intéressé à ma vie, seulement à mon portefeuille. Ce n'est pas vrai. Elle était outrée. Je te préparais tes repas, je lavais tes vêtements, je t'emmenais chez le médecin. Et tu me faisais sentir comme un fardeau pour chaque service rendu, ai-je ajouté.
me rappelant à chaque occasion à quel point c'était difficile pour vous d'être avec moi, comptant combien d'électricité j'utilisais et combien d'eau je gaspillais. Ce n'est pas de l'attention, Géraldine. C'est du commerce. Je ne peux pas croire que tu penses ça de nous. Sa voix s'est adoucie. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Et je ne peux pas croire que tu ne vois pas la vérité, ai-je répondu. Mais ça n'a plus d'importance. La maison est vendue. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau logement. Je vous suggère de commencer à chercher immédiatement. Tu vas le regretter, a dit Géraldine, sa voix menaçante. Je dirai à tout le monde ce que tu as fait. Toute ta famille, tous tes voisins, tout le monde saura qui tu es vraiment. Dis-leur. J'ai haussé les épaules, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Je n'ai plus rien à cacher. J'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel et j'ai posé le téléphone sur la table. Mes mains tremblaient légèrement. Malgré mon calme extérieur, la conversation n'avait pas été facile. Je ressentais un étrange mélange d'émotions. Le soulagement que la vérité ait enfin été révélée, la tristesse que ma relation avec ma fille soit finalement ruinée, et le vide qui vient après un triomphe longtemps attendu mais amer. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. La journée était claire, ensoleillée. Des gens marchaient dans la rue, vaquant à leurs occupations, inconscients du petit drame familial qui se jouait dans l'un des appartements. La vie suivait son cours, indifférente à nos problèmes. Le téléphone a de nouveau sonné 15 minutes plus tard. Cette fois, c'était Vincent. Je m'y attendais presque. Bien sûr, Géraldine avait immédiatement appelé son frère, lui avait tout raconté. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. « Vincent, qu'est-ce que tu fabriques, bordel ?» La voix de mon fils était pleine de rage. Géraldine vient de m'appeler en larmes. « Tu as vendu la maison. Sérieusement? Tu mets tes propres enfants à la rue? » J'ai vendu ma propriété, ai-je répondu calmement. Quelque chose que j'avais tout à fait le droit de vendre. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi si soudainement? Vincent ne comprenait manifestement pas mes motivations. Et pourquoi diable ne nous as-tu jamais dit que tu possédais la maison? Parce que vous auriez immédiatement commencé à exiger votre part, ai-je répondu sans détour. Comme vous l'avez toujours fait. Chaque fois que j'avais de l'argent, toi et Géraldine tendiez immédiatement la main. Tu te souviens quand tu m'as demandé un prêt pour ton entreprise? Chaque fois que nous nous voyions, chaque appel se terminait par une demande d'argent. Ce n'est pas juste, s'est indigné Vincent. J'ai demandé de l'aide parce que je croyais que tu voulais que je réussisse. Parce que tu es mon père, bon sang. Et j'ai aidé, lui ai-je rappelé, de nombreuses fois. Mais ce n'était jamais assez, n'est-ce pas? Il en fallait toujours plus. Et où est la gratitude? Où est le respect? Tu ne m'appelais que quand tu avais besoin d'argent. Tu n'es même pas venu me voir pour mon anniversaire l'année dernière. J'avais une réunion importante, s'est défendu Vincent. Je ne pouvais pas l'annuler. Bien sûr que non, ai-je soupiré, fatigué. Il y a toujours quelque chose de plus important qu'un vieux père. Mais quand tu as besoin d'argent, soudain, il y a du temps pour passer un appel. Je ne peux pas croire que tu penses ça de nous. Je pouvais entendre le ressentiment dans la voix de Vincent. Nous sommes ta famille, papa. Nous nous sommes occupés de toi. Non, Vincent. J'ai secoué la tête. Vous vous êtes occupé de mon argent et de ce que je pouvais faire pour vous, pas de moi. Et c'est pour ça que tu as décidé de te venger. Mettre Géraldine et sa famille à la rue. C'est ta façon de nous donner une leçon. Je ne mets personne à la rue, ai-je répété patiemment. Ils ont 30 jours pour trouver un nouveau logement. Avec leurs revenus, ça ne devrait pas être un problème. 30 jours, ce n'est rien, s'est exclamé Vincent. Sais-tu à quel point il est difficile de trouver une bonne maison à Saligny maintenant? Les prix ont grimpé en flèche. Je sais, dis-je. C'est pourquoi j'ai vendu la mienne. 840 000 €, c'était un bon prix. Vincent est resté silencieux un instant, digérant l'information. 840 000? Sa voix a changé. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? C'était ça. Dès que la grosse somme a été mentionnée, le ton de Vincent est immédiatement passé de la colère à l'intérêt. Typique. Ça ne te regarde pas, ai-je répondu. Mon argent, ce sont mes affaires. Mais c'est la maison familiale, a-t-il objecté. Maman n'aurait jamais approuvé ce que tu fais. La mention de Viviane m'a piqué, mais je ne suis pas tombé dans le piège de la manipulation. Ne mêle pas ta mère à ça, dis-je sèchement. Elle n'aurait jamais approuvé non plus la façon dont vous m'avez traité tous les deux pendant toutes ces années. Elle serait déçue de voir à quel point ses enfants sont devenus avides. C'est bas, papa. La voix de Vincent est devenue froide. Utiliser maman contre nous. Pas plus bas que d'utiliser sa mémoire pour me manipuler, ai-je paré. La conversation n'allait manifestement nulle part. Vincent continuait de m'accuser de trahison, et je restais inflexible. Finalement, il a abandonné. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Mais ne reviens pas vers nous quand tu seras seul et malade.
Géraldine et moi, on s'en lave les mains. Vous l'avez fait il y a longtemps, dis-je doucement. Bien avant aujourd'hui. J'ai mis fin à l'appel et je me suis affalé lourdement dans mon fauteuil. Ces conversations m'avaient épuisé plus que je ne l'avais prévu. Pas physiquement, émotionnellement. Dire à voix haute ce que j'avais gardé en moi pendant des années était à la fois libérateur et angoissant. L'appel suivant est venu d'Amélie. Sa voix semblait inquiète. « Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Maman vient de m'appeler, hystérique, disant que tu as vendu la maison et que tu les mets à la rue. C'est vrai? » J'ai soupiré. Pauvre Amélie, obligée d'être au milieu d'un conflit familial. En partie, ai-je répondu honnêtement. J'ai bien vendu la maison, mais je ne mets personne à la rue. Ils ont 30 jours pour trouver un nouveau logement. Mais grand-père, je ne comprends pas. Sa voix semblait confuse. Comment as-tu pu vendre la maison? Elle appartenait à maman et papa, non? Non, ma chérie, dis-je doucement. La maison m'a toujours appartenu. Je l'ai achetée il y a 20 ans, mais je ne l'ai jamais dit à personne. Il y a eu une pause pendant laquelle Amélie essayait probablement de traiter cette information. Tu veux dire que pendant tout ce temps, a-t-elle commencé? Pendant tout ce temps, tes parents ont vécu dans ma maison, et non l'inverse, ai-je confirmé. Et ils me facturaient un loyer. Ironique, n'est-ce pas? Mais pourquoi n'en as-tu jamais parlé? Je pouvais entendre la stupéfaction dans sa voix. Pourquoi l'as-tu caché? Parce que je savais qu'une fois la vérité connue, tes parents et ton oncle Vincent voudraient leur part, ai-je expliqué. J'ai gagné au loto, Amélie. Une grosse somme. J'ai acheté une maison avec l'argent et j'ai placé le reste sur un compte. S'ils l'avaient su, il n'y aurait plus eu une trace de l'argent un an plus tard. Tu ne leur faisais pas confiance, a-t-elle dit. Je les connaissais trop bien, ai-je corrigé. Et le temps m'a donné raison. Regarde comment ils ont réagi quand j'ai refusé d'augmenter le loyer. Ta mère m'a littéralement mis à la porte de ma propre maison. Amélie est restée silencieuse un moment, digérant l'information. Maman dit que tu as fait ça par vengeance, a-t-elle finalement dit. Que tu voulais les punir. Je me suis interrogé. Était-ce de la vengeance? Oui, en partie. Je ne pouvais nier que je ressentais une certaine satisfaction en imaginant le choc de Géraldine. Mais ce n'était pas tout. Je l'ai fait parce que j'étais fatigué, dis-je honnêtement. Fatigué de mentir, de faire semblant, de devoir justifier chaque euro que je dépensais. Je voulais la liberté, Amélie. Pouvoir faire de mon argent ce que je voulais, sans craindre que quelqu'un tende la main et exige sa part. Je comprends, a-t-elle dit doucement. Mais c'est quand même cruel, grand-père. Ils se retrouvent sans maison maintenant. Ils ont de l'argent pour louer ou acheter une nouvelle maison, ai-je objecté. Ils ne sont pas à la rue. Et ils ont 30 jours, plus que suffisant pour trouver un logement. Tu as probablement raison, a soupiré Amélie. C'est juste que tout ça est si inattendu. Je ne sais pas quoi penser. Tu n'as pas à choisir de camp, ma chérie, dis-je doucement. Je t'aimerai toujours, quelle que soit ta décision. Je sais, grand-père. Sa voix tremblait. J'ai juste peur de ne plus pouvoir te voir. Maman est furieuse. Elle dit qu'elle ne te pardonnera jamais. C'est son choix, dis-je. Mais tu peux toujours me rendre visite quand tu veux. Ma porte t'est toujours ouverte. Après avoir parlé à Amélie, je me suis senti vidé. C'était comme si toutes les émotions que j'avais refoulées pendant des années avaient éclaté en une seule journée et laissé un désert brûlé. Il n'y avait ni triomphe, ni satisfaction de la vengeance, juste de la fatigue. Et l'étrange soulagement de ne plus avoir à faire semblant. J'ai éteint mon téléphone, ne voulant plus de conversation. Assez pour aujourd'hui. Demain serait un autre jour, et peut-être que les passions se calmeraient un peu, même si j'en doutais. Le soir, je suis sorti pour une courte promenade. Le temps était doux, et il y avait une odeur d'arbre en fleurs dans l'air. Je marchais lentement, pensant aux événements de la journée, au choc dans la voix de Géraldine, à la colère de Vincent, à la confusion d'Amélie. À la façon dont une seule décision, prise il y a 20 ans, de cacher les gains et d'acheter la maison, avait mené à aujourd'hui. Avais-je eu raison de le faire? C'est difficile à dire. Peut-être que si j'avais été honnête avec mes enfants depuis le début, les choses se seraient passées différemment. Peut-être qu'en sachant pour mon argent, ils auraient montré plus de respect, plus d'attention. Ou, plus probablement, ils auraient simplement dilapidé mes économies plus rapidement. Je me suis souvenu de Viviane, de sa sagesse, de sa capacité à voir à travers les gens. Elle disait toujours que les secrets détruisent les familles de l'intérieur, lentement mais sûrement, comme les termites détruisent un arbre. Avait-elle raison? Avais-je détruit ma famille avec mes mensonges? Ou était-elle déjà détruite par la cupidité et l'égoïsme de mes enfants? Je ne connaissais pas la réponse. Je doutais de la connaître un jour. Mais une chose dont j'étais sûr, c'est que je ne voulais plus vivre dans le mensonge. Quoi qu'il arrive ensuite, quelle que soit l'issue de cette histoire,
je l'affronterai les yeux ouverts et la conscience tranquille. De retour à l'appartement, j'ai rallumé mon téléphone. 10 appels manqués de Géraldine, 5 de Vincent, 2 d'Amélie. Quelques messages que je n'ai pas pris la peine de lire. J'ai mis le son en sourdine et j'ai posé le téléphone sur la table de chevet. Demain. Je m'occuperai de tout ça demain. Ce soir, je voulais juste un peu de paix. Je me suis assis dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur Saligny. Un étrange sentiment de liberté m'a envahi, comme si le lourd fardeau que je portais depuis 20 ans était enfin tombé de mes épaules. Oui, j'avais blessé mes enfants. Oui, ils ne me pardonneraient probablement jamais. Mais je n'étais plus prisonnier de mes propres mensonges, plus victime de leurs manipulations. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais réel. Pas un pauvre vieil homme dépendant de la charité de sa fille, pas un père avare refusant d'aider son fils, mais juste un homme. Émile Cunningham, un veuf de 77 ans qui avait le droit de gérer sa vie et son argent comme il l'entendait. Ce n'était pas un triomphe. C'était simplement une libération. 3 semaines se sont écoulées depuis le jour où Géraldine a appris la vérité sur la maison. Pendant ce temps, ma vie a radicalement changé. La transaction a été conclue avec succès, et j'ai reçu un chèque de 735 000 € après déduction de tous les frais et taxes. L'argent a été déposé sur mon compte, rejoignant le solde des gains que j'avais si soigneusement conservés toutes ces années. La première chose que j'ai faite avec ma nouvelle fortune a été d'acheter une petite mais confortable maison dans le sud de Saligny. C'était une maison de plain pied avec 3 chambres, un salon spacieux et une véranda donnant sur un jardin bien entretenu. Elle avait coûté 520 000 €, considérablement moins que ce que j'avais obtenu en vendant l'ancienne maison, mais elle était beaucoup plus pratique pour un vieil homme seul. Pas d'escalier, de larges portes, un agencement pratique, tout pour une vie confortable. L'agent immobilier qui m'a aidé pour l'achat, une femme énergique nommée Hélène Marot, a été surprise quand j'ai payé la maison en totalité, sans crédit. C'est rare de nos jours, Monsieur Cunningham, a-t-elle dit alors que nous signions les papiers. La plupart des acheteurs contractent un prêt. Je suis trop vieux pour les crédits, ai-je répondu avec un sourire. Je préfère posséder ce que j'ai, entièrement et sans condition. Après avoir acheté la maison, j'ai commencé à l'aménager. Pour la première fois depuis des années, je pouvais dépenser de l'argent sans penser à ce que diraient Géraldine ou Nicolas. J'ai acheté de nouveaux meubles, confortables, de haute qualité, choisis selon mes goûts, pas pour des raisons d'économie. J'ai commandé un grand fauteuil avec un dossier réglable dont je rêvais depuis longtemps. J'ai acheté une télévision moderne avec un grand écran pour regarder les vieux films que j'aimais tant. J'ai renouvelé ma garde-robe, jetant les chemises et pantalons usés que j'avais portés pendant des années par crainte de paraître dépensier. Mais le plus grand plaisir a été de voir un médecin. Pas celui chez qui Géraldine me conduisait, me rappelant constamment le coût de la visite, mais un spécialiste recommandé par un voisin. Le docteur Philippe, un gérontologue expérimenté, m'a fait un examen complet, m'a prescrit des médicaments plus efficaces pour mon arthrite, et m'a même recommandé un kinésithérapeute qui m'a aidé à élaborer un programme d'exercice pour améliorer ma mobilité. Pour quelqu'un de votre âge, vous êtes en pleine forme, Monsieur Cunningham, a dit le docteur Philippe après l'examen. Avec des soins et un traitement approprié, vous pouvez vivre de nombreuses années de vie active. Ces mots ont été un baume pour mon âme. Pendant des années, j'avais écouté Géraldine me dire à quel point je déclinais et avais besoin de plus en plus de soins. C'était bon de savoir que ma santé n'était pas aussi mauvaise qu'elle essayait de me le faire croire. Pendant que je m'installais dans mon nouveau logement, Géraldine et Nicolas cherchaient fiévreusement un endroit où vivre. Amélie m'en a parlé lors de nos conversations téléphoniques régulières. Elle était la seule de la famille à garder le contact avec moi après le « scandale de la maison », comme elle l'appelait. Ils regardent des appartements, mais rien ne leur plaît, m'a-t-elle informé un soir. Maman dit que rien ne se compare à l'ancienne maison, et papa est en colère à cause du coût du loyer. Ils se disputent tout le temps. Je suis désolé que tu doives assister à ça, dis-je sincèrement. Ce n'est pas de ta faute, grand-père, a soupiré Amélie. Enfin, techniquement si, mais je comprends pourquoi tu l'as fait. J'en aurais probablement eu marre aussi des récriminations et des demandes constantes. C'était si typique d'Amélie d'essayer de voir une situation sous différents angles. À 19 ans, elle avait une sagesse qui manquait à ses parents. Comment l'oncle Vincent a-t-il réagi à tout ça? Ai-je demandé, bien que je devine la réponse. Il est furieux, a confirmé Amélie. Il dit que tu as trahi toute la famille, que tu es égoïste et tout ça. Mais tu sais ce qui est drôle? Quand maman lui a parlé de ton argent, la première chose qu'il a faite, c'est d'appeler pour demander un prêt pour développer son entreprise. En plein milieu du scandale. Je n'étais pas surpris. Vincent avait toujours été comme ça. Même en colère, il cherchait à en profiter. Et tes parents? Sont-ils toujours en colère contre moi? Maman, oui,
a répondu Amélie après une courte pause. Elle dit qu'elle ne te pardonnera jamais pour la tromperie et pour nous avoir mis à la porte. Papa, lui, est plus en colère de devoir payer pour un nouveau logement. Tu sais, papa, pour lui, tout est une question d'argent. Je le savais. Nicolas avait toujours été un analyste financier, non seulement par métier, mais par vocation. Chaque décision de sa vie passait par le prisme du profit et de la perte. Ont-ils trouvé quelque chose de convenable? Ai-je demandé, sentant une légère pointe de conscience. Je crois, a répondu Amélie. Un appartement dans une nouvelle résidence près du centre. Ce n'est pas aussi grand que la maison, mais c'est un endroit décent. Maman n'est toujours pas contente, disant que c'est un pas en arrière dans leur vie. Je n'ai rien dit. Géraldine avait toujours été obsédée par le statut, les signes extérieurs de réussite. Déménager d'une grande maison à un appartement, même un bel appartement, était un coup dur pour son ego. Quand emménages-tu dans ta nouvelle maison? A changé de sujet Amélie. J'ai déjà emménagé, ai-je répondu. J'ai déménagé mes dernières affaires hier. Tu devrais passer un de ces jours. Je pense que tu aimeras. Je le ferai, a-t-elle promis. Mais ne le dis pas à maman. Elle m'interdira de te voir. Ce sera notre secret, l'ai-je assuré. Après notre conversation, je me suis assis sur la nouvelle véranda, profitant de la soirée chaude et d'une tasse de thé. C'était étrange de voir comment les choses avaient tourné. Pendant des années, j'avais vécu dans le mensonge, prétendant être un pauvre vieil homme dépendant de la faveur de ma fille. Maintenant que la vérité était connue, j'étais libre. Mais le prix de cette liberté était ma relation avec la plupart de ma famille. En valait-il la peine? C'est difficile à dire. Parfois, dans des moments de faiblesse, je doutais de ma décision. Peut-être valait-il la peine de continuer à jouer le jeu, d'endurer l'humiliation et les récriminations pour préserver au moins un semblant de liens familiaux. Mais ensuite, je me souvenais du calcul froid dans les yeux de Géraldine lorsqu'elle exigeait une augmentation de loyer, de la cupidité de Vincent, demandant toujours plus que ce que je pouvais donner, du sentiment constant d'être un fardeau, que ma présence n'était tolérée qu'à cause de l'argent que j'apportais. Non, ai-je décidé, la liberté valait le prix. La capacité de vivre selon mes propres règles, de dépenser mon propre argent sans excuse, de ne pas avoir à craindre d'être mis à la porte de ma propre maison. Cela valait la peine de rompre une relation qui avait depuis longtemps cessé d'être saine. Amélie a tenu sa promesse et m'a rendu visite quelques jours plus tard. Ses yeux se sont écarquillés quand elle a vu ma nouvelle maison. « Waouh, grand-père !» s'est-elle exclamée, regardant le salon spacieux avec de nouveaux meubles et des appareils modernes. « C'est incroyable. Bien mieux que ce à quoi je m'attendais. »« À quoi t'attendais-tu » ai-je demandé avec un sourire. « Que je vivrais dans une cabane. »« Non, bien sûr que non, a-t-elle ri. C'est juste que maman a dit que tu avais probablement déménagé dans un appartement bon marché en périphérie. Elle n'a aucune idée que tu as tout ça. Elle a fait le tour de la pièce, remarquant les meubles de qualité, la nouvelle télévision, la collection de livres soigneusement rangés sur les étagères. Elle n'a pas besoin de le savoir, dis-je. Laisse-la penser ce qu'elle veut. Nous avons passé l'après-midi ensemble. J'ai montré à Amélie la maison, le jardin, le nouvel ordinateur que j'avais acheté pour apprendre à utiliser Internet. Nous avons préparé le dîner ensemble, un vrai dîner avec de la nourriture de qualité que je pouvais maintenant me permettre, pas les pâtes bon marché et la sauce diluée que Géraldine me donnait. Tu as l'air heureux, grand-père, a remarqué Amélie alors que nous étions assis sur le porche après le dîner. Plus détendu, je suppose. Je le suis, ai-je admis. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. Pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Pas d'excuses pour exister. Je suis heureuse pour toi, a-t-elle dit sincèrement. Vraiment. Tu mérites d'être heureux. Toi aussi, ma chérie. Je lui ai pris la main. D'ailleurs, il y a quelque chose dont je voulais te parler. J'ai ouvert une assurance vie à ton nom, pour tes études et ton avenir. Quoi? Elle avait l'air choquée. Grand-père, tu n'es pas obligé. Je le veux, l'ai-je interrompu. Tu es la seule dans cette famille qui s'est vraiment souciée de moi. Pas de mon argent, mais de moi. Tu mérites une chance d'avoir une bonne éducation, une vie de ton choix, sans avoir à te soucier de l'argent. Les yeux d'Amélie se sont remplis de larmes. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle murmuré. Merci. Mais que diront maman et papa? Pourquoi le sauraient-ils? Lui ai-je fait un clin d'œil. C'est entre toi et moi. Tu pourras gérer l'argent quand tu auras terminé tes études. D'ici là, il ne fera que s'accumuler sur un compte. Amélie m'a serré fort dans ses bras, comme quand j'étais enfant. Tu es le meilleur grand-père du monde, a-t-elle dit. Malgré toutes tes tromperies et tes secrets. J'ai ri, sentant une chaleur dans mon cœur. Au moins une relation dans ma famille était restée intacte. Un mois après que Géraldine et Nicolas aient emménagé dans leur nouvel appartement, l'inattendu s'est produit.
Vincent m'a appelé pour la première fois depuis notre dernière conversation houleuse. Papa? Sa voix semblait inhabituellement douce. Comment vas-tu? Je vais bien, ai-je répondu prudemment, soupçonnant un piège. Et toi? Bien, bien, a-t-il tout sauté. Écoute, j'ai réfléchi à notre dernière conversation. J'ai peut-être été trop dur. Tu sais, je suis toujours un peu soupe au lait quand il s'agit de la famille. J'apprécie tes excuses, dis-je neutrement. Oui, j'aimerais passer chez toi si ça ne te dérange pas. Voir comment tu t'installes, peut-être t'aider avec quelque chose. Le voilà. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans la tête de Vincent. Il avait appris pour mon argent, ma nouvelle maison, et maintenant il voulait réparer la relation, non par remords ou par amour, mais par gain possible. C'est très gentil de ta part, dis-je. Mais je suis parfaitement installé. Tout ce qui devait être fait a été fait. Oui. Je pouvais entendre la déception dans sa voix. Eh bien, peut-être que je passerai juste te voir. Ça fait si longtemps que nous n'avons pas eu une vraie conversation. Peut-être une autre fois, dis-je évasivement. En ce moment, je suis un peu occupé à aménager la maison. Après quelques autres tentatives pour obtenir un rendez-vous, Vincent a abandonné et a dit au revoir, promettant d'appeler plus tard. Je savais qu'il appellerait, surtout s'il apprenait par Amélie, qui, je l'espérais, garderait le secret, l'existence de l'assurance vie que j'avais souscrite pour ma petite fille. Géraldine a tenu plus longtemps. Pendant près de 2 mois après l'expulsion, elle n'a pas pris contact. Mais un jour, alors que je jardinais dans ma nouvelle maison, sa voiture s'est arrêtée. Je me suis redressé, m'appuyant sur le râteau, et je l'ai regardée sortir de la voiture, regardant ma maison avec un étonnement non dissimulé. « Émile, a-t-elle dit en guise de salutation. Bel endroit que tu as là. Merci, ai-je répondu calmement. À quoi dois-je cette visite? Elle s'est approchée, scrutant mon visage. Tu as l'air en forme, a-t-elle dit avec une pointe de surprise. Plus sain qu'avant. Une bonne alimentation, un bon médecin et l'absence de stress constant font des merveilles, dis-je. Géraldine a pincé les lèvres, mais elle a retenu une réponse cinglante. Amélie m'a dit que tu avais acheté cette maison avec l'argent de la vente de je veux dire, de ton ancienne maison. Oui, ai-je confirmé. C'est beaucoup plus pratique pour quelqu'un de mon âge. Pas d'escalier, tout de plein pied. Elle a hoché la tête, regardant le jardin bien entretenu, les nouveaux meubles de jardin sur la véranda, la façade fraîchement peinte. Ça a dû coûter cher. Je peux me le permettre, ai-je répondu simplement. Géraldine a soupiré, comme si elle rassemblait ses forces. Écoute, papa, je sais que nous ne nous sommes pas quittés de la meilleure façon. J'étais choqué, en colère à cause de ta tromperie. Mais avec le temps, j'ai pensé que nous devrions peut-être essayer de nous réconcilier. Nous sommes toujours une famille. Famille? Ai-je répété pensivement. C'est drôle que tu n'en parles que maintenant. Pas quand tu m'as mis à la porte. Pas quand tu m'as fait payer pour une chambre dans ma propre maison. Je ne savais pas que c'était ta maison, a-t-elle objecté. Tu ne nous as jamais dit la vérité. Et si je l'avais fait, ai-je demandé. Qu'est-ce qui aurait changé? M'aurais-tu traité avec plus de respect, ou aurais-tu simplement exigé plus d'argent? Géraldine n'a pas répondu, mais son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Tu n'es pas venu ici pour une réconciliation, dis-je, réalisant la vérité. Tu es venu ici parce que tu as appris pour mon argent, ma nouvelle maison, parce que tu as réalisé que tu avais manqué ta chance d'obtenir ta part. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit doucement. Tu me juges sans même me donner une chance. Je t'ai donné une chance chaque jour pendant les 5 ans où j'ai vécu avec toi, ai-je répondu. Chaque jour était une chance de me traiter comme un père, pas comme une source de revenus. Tu n'en as saisi aucune. Nous sommes restés en silence, nous regardant à travers un gouffre de ressentiment mutuel et d'incompréhension. Finalement, Géraldine s'est tournée vers la voiture. Je pensais que tu serais seul et malheureux, a-t-elle dit par-dessus son épaule. Que tu réaliserais à quel point tu avais besoin d'une famille. Mais tu as l'air de très bien te débrouiller tout seul. Oui, ai-je convenu. Je me débrouille bien. Elle est montée dans sa voiture et est partie sans dire au revoir. Je l'ai regardée s'éloigner, ressentant un étrange mélange de tristesse et de soulagement. C'était probablement la dernière fois que nous nous voyions, mais c'était peut-être mieux pour nous deux. Les mois suivants se sont déroulés dans un calme relatif. J'ai aménagé ma nouvelle maison, jardiné, trouvé un club de loisirs où des personnes âgées comme moi se réunissaient pour discuter de livres et jouer aux échecs. Amélie me rendait visite régulièrement, restant parfois pour le week-end. Elle parlait de l'université, de ses projets de devenir journaliste, des voyages qu'elle voulait faire. Vincent a appelé plusieurs fois, chaque fois avec une demande à peine dissimulée d'argent. J'ai poliment refusé, disant que tous mes fonds avaient déjà été répartis. Il a rapidement perdu tout intérêt pour la conversation après ça.
Géraldine n'a plus appelé ni n'est revenue. J'ai appris par Amélie qu'elle et Nicolas avaient acheté une maison plus petite qu'avant, mais toujours spacieuse et dans un bon quartier. La relation entre eux s'était tendue. Nicolas accusait Géraldine d'avoir manqué une mine d'or en n'ayant pas de meilleure relation avec moi. Parfois, je me demandais si j'avais bien fait de révéler mon secret de cette manière. Peut-être aurais-je dû dire progressivement la vérité aux enfants, leur donner le temps de s'habituer à l'idée que leur père n'était pas aussi pauvre qu'ils le pensaient. Mais ensuite, je me souvenais du calcul froid dans les yeux de Géraldine, de la cupidité de Vincent, et je réalisais que rien n'aurait changé. Ils auraient simplement mis la main sur mon argent plus rapidement. Un beau matin de printemps, j'étais assis sur la véranda de ma nouvelle maison, dégustant une tasse de bon café. Du vrai café fraîchement moulu, pas le café soluble bon marché que Géraldine achetait. Le journal du matin était devant moi. Je préférais toujours le papier à l'électronique, même si j'avais maîtrisé Internet et avais même ouvert un compte de messagerie pour communiquer avec Amélie. Le jardin que j'avais aménagé avec amour au cours des derniers mois commençait à fleurir. Tulipes, jonquilles, premières roses, des taches de couleurs vives sur la verdure fraîche. J'avais engagé un jardinier qui venait une fois par semaine pour m'aider avec les travaux pénibles, mais je m'occupais de la plupart des soins des plantes. C'était une activité agréable qui me donnait un sentiment d'accomplissement et de connexion avec la nature. Mon téléphone a sonné, brisant l'idylle matinale. J'ai regardé l'écran. Géraldine. Étrange. Elle n'avait pas appelé depuis des mois. Qu'est-ce qui aurait pu la pousser à rompre le silence? J'ai fixé l'écran clignotant, me demandant si je devais répondre. Que dirait-elle? Une autre accusation, une nouvelle tentative de manipulation, ou peut-être était-il arrivé quelque chose à Amélie. Cette dernière pensée m'a fait tendre la main vers le téléphone, mais je me suis arrêté. Si quelque chose de grave était arrivé à Amélie, je recevrais un appel de l'hôpital ou de la police, pas de Géraldine qui avait évité tout contact avec moi pendant des mois. Non, c'était probablement une autre tentative de réparer la relation, non par amour ou remords, mais par calcul. Peut-être que Vincent lui avait parlé de l'assurance vie pour Amélie, bien que j'espère que ma petite fille avait gardé ce secret. Ou peut-être que Nicolas avait des problèmes financiers et qu'ils avaient décidé d'essayer d'obtenir de l'aide du riche papa. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, puis j'ai appuyé sur le bouton de mise en sourdine et j'ai posé le téléphone, écran vers le bas, sur la table. Géraldine pouvait laisser un message si c'était vraiment quelque chose d'important. Et je n'allais pas interrompre ma matinée pour une autre série de manipulations et d'accusations. Je suis retourné à mon café et à mon journal. Le soleil se levait sur le jardin, promettant une chaude journée de printemps. Les oiseaux chantaient dans les buissons. La brise agitait doucement les feuilles des arbres. Le monde continuait sa route, indifférent aux petits drames humains. Et je faisais partie de ce monde. Pas un pauvre vieil homme dépendant de la faveur de sa fille. Pas un père avare refusant d'aider son fils, mais juste un homme. Emile Cunningham, un veuf de 77 ans qui pouvait enfin vivre selon ses propres règles, sans avoir à se justifier ou à faire semblant. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment libre, maître non seulement de ma maison, mais de ma vie. Et ce sentiment était inestimable, bien plus précieux que tout l'argent que j'avais jamais eu ou perdu. Le téléphone a cessé de sonner. J'ai pris une gorgée de café, j'ai tourné la page du journal et j'ai souri à la nouvelle journée.